L'information de la nuit et de la matinée, vous le disiez, Thomas, c'est le premier aboutissement concret de l'ultimatum lancé par Donald Trump pour trouver une paix en Ukraine. C'est cette rencontre Poutine-Trump. Désormais, on sait où ça va se passer et quand ça va se passer. Où c'est en Alaska, le plus russe des États américains. Quand c'est le 15 août. On en parlera avec nos spécialistes. Comme vous le voyez, Donald Trump a tout de suite tweeté cette information cette nuit. Juste avant, il laissait un petit peu perdurer le suspense autour du lieu de cette rencontre. Je vous propose de l'écouter et je vous présente nos spécialistes. Je vais rencontrer le président Poutine très bientôt. Cela aurait pu se faire plus tôt, mais je suppose qu'il y a malheureusement des mesures de sécurité à prendre. Sinon, je l'aurais fait beaucoup plus rapidement. Nous sommes sur le point d'y arriver. Nous ferons une annonce plus tard. Nous allons avoir une réunion avec la Russie. Et nous annoncerons le lieu. Ce sera un lieu très populaire pour de nombreuses raisons. Mais nous ferons cette annonce un peu plus tard. Voilà, le lieu très populaire pour de nombreuses raisons. On va les décrypter, ces raisons, c'est donc bien l'Alaska. On décrypte tout ça avec mes invités que je vous présente tout de suite. Marianne Babich, à ma gauche, conseillère en communication franco-ukrainienne, merci d'être avec moi. Cyril Géliter est également avec moi, doctorant, spécialiste des renseignements russes. Docteur, désolé. Pardon ? Docteur. Docteur, oui. Bon, docteur, excusez-moi. Docteur en histoire et spécialiste des renseignements russes. Et Christian Proutot, fondateur du GIGN, qui est également avec moi. Bonjour. Christian Proutot. Première question, évidemment, enfin premier décryptage, c'est autour du choix de ce lieu, l'Alaska. Je le disais en introduction, c'est peut-être l'État américain le plus russe. Et puis, pourquoi cette date ? Je me tourne déjà vers vous, monsieur le docteur. Cyril Géliter. Déjà, je note que c'est la frontière entre la Russie et les États-Unis, quand vous regardez une carte. Donc ce serait assez logique, les deux font un effort et les deux se dirigent l'un vers l'autre, plutôt que d'aller vers le continent européen où ce serait peut-être plus long, je ne sais pas exactement. 15 août, il faut laisser du temps pour organiser, oui, une semaine, c'est correct, c'est classique, d'organiser une semaine à l'avance, l'arrivée, les mesures de sécurité, etc. etc. Oui. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne vous étonne pas que ce soit là-bas. Mais vous, l'historien, justement, il y a quand même... c'est pas pour rien que l'Alaska a été choisi. C'est sans doute. hautement stratégique. C'était un ancien territoire russe, si je ne m'abuse, qui a été vendu aux États-Unis en 1867, si je ne m'abuse encore, devenu État américain en 1912. Il y a toute une histoire. Derrière. Au-delà, évidemment, de toutes les ressources que contient, évidemment, ce territoire de l'Alaska, qui est le plus vaste des États-Unis. Et Proutot, vous-même. Et quand en plus j'ai vu l'Alaska, je n'ai pas pu empêcher de repenser à cette chanson d'un groupe russe qui s'appelle Lyubé, qui déjà à l'époque de Gorbatchev chantait « L'Amérique ne fait pas l'imbécile, rends-nous l'Alaska ». Oui, vous aviez déjà comme ça des revendications territoriales qui ne sont pas allées loin, heureusement. Ensuite, je me demande effectivement pourquoi choisir l'Alaska ? Peut-être pour des raisons de simplicité, peut-être pour faire plaisir à Poutine. Regardez la terre russe qui est devenue une terre américaine, à quoi elle ressemble ? Je ne sais pas. D'accord. Marianne Babich, votre réaction par rapport à cette terre oui, c'est vraiment assez symbolique. Très stratégique et symbolique qui a été choisie quand même. Oui, c'est assez symbolique parce que ce territoire a été acheté par les Américains pour 7 millions de dollars à l'époque, en 1867. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choix non plus où se retrouver parce qu'il y a quand même un mandat d'arrêt pour Vladimir Poutine. Il y avait des rumeurs que peut-être ce serait à Rome. On en parlait hier soir ici. Oui, mais quand même, il y a le mandat d'arrêt pour Poutine là-bas, donc ce qui posait vraiment un problème. Ça, c'est vraiment un territoire historiquement russe, actuellement américain, donc c'est quand même un très bon compromis. En même temps, c'est vrai que pour la position ukrainienne, on n'est pas très content que ça se passe sans l'Ukraine, sans l'Europe. On verra, on espère que quand même Trump a pas mal de leviers
sur Poutine et qu'en théorie, il serait bien prêt pour ne pas rester très manipulable par Poutine, qui est quand même en général très à l'aise avec cela, et Trump qui est aussi assez manipulable parce qu'il veille toujours à son ego, et c'est pas pour la première fois qu'il disait que Poutine l'appelait un génie. Donc on espère que quand même il resterait assez raisonnable dans ses propos et qu'il ne va pas vendre l'Ukraine à Poutine. On en reparlera. Je vous propose de retrouver tout de suite Jérôme Viala-Godefroy en ligne avec nous. Vous êtes docteur également, beaucoup de docteurs ce matin, docteur en civilisation américaine, auteur de Les mots de Trump. Une réaction par rapport à ce choix de lieu, l'Alaska, on le disait, un lieu stratégique. Oui, c'est assez symbolique, hein, puisqu'il y a eu un deal fait par les États-Unis avec la Russie en 1867, comme c'était bien rappelé sur votre plateau. Et Trump parle toujours de cette idée de territoire, d'échange de territoire, de faire des deals. Donc on est dans quelque chose d'assez symbolique en réalité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de blagues en ce moment dans les médias américains, entre guillemets, sur l'idée que peut-être que l'échange de territoire sera avec l'Alaska, ce qui est évidemment pas le cas, ce qui ne sera pas le cas, mais il y a toujours cette idée de symbole, de pouvoir faire un deal, et je pense que ce n'est pas totalement par hasard. Et effectivement, il y a cette frontière commune, il y a une cinquantaine de kilomètres entre les deux, cette frontière qui est dans la mer, et donc on a ce symbole aussi d'un rapprochement entre les deux pays. Et c'était une zone qui était très tendue, hein, notamment pendant la guerre froide, mais qui est donc hautement symbolique. Oui, on sent le dégel en cours. C'est le détroit de Bering qui sépare les deux grands pays. Et bon, il y a beaucoup de jeux de mots autour vous l'avez dit, autour de l'Alaska, de l'échange de territoire, et également autour du gel ou du dégel du détroit de Bering. On parlait de cet endroit symbolique et stratégique choisi, l'Alaska. Un mot quand même sur ce 15 août. Le 15 août, c'est pas anodin non plus. Le 15 août, c'est l'Assomption, c'est la fête de la Vierge Marie, et qui est quand même une figure sainte hautement symbolique aussi pour la Russie. Elle est considérée comme la sainte protectrice de la Russie, Marianne Babitch. En général, oui. Après, il y a un autre culte, en fait, si on parle de culte d'orthodoxie et de catholicisme, quand même, c'est plutôt le culte de Jésus-Christ qui est plus répandu en Russie. Mais c'est vrai que la religion compte beaucoup pour la Russie, mais en même temps, il faut compter qu'il y a un autre calendrier. En Russie, c'est pas le 15 août, en Russie, c'est fin août. Il y a 2 semaines de décalage pour toutes les fêtes, y compris le Noël. Vous savez bien que c'est fêté en janvier. C'est pour cela, d'ailleurs, que l'Ukraine le fait depuis déjà plusieurs années, comme l'Europe, pas en janvier avec la Russie, juste pour ne pas faire comme eux déjà. Donc c'est peut-être tiré par les cheveux, le fait que ce soit le 15 août. Pas vraiment, parce qu'on a quand même beaucoup de catholiques aussi en Ukraine. Donc oui, il y a un symbole. Et c'est vrai que en général, Poutine présente la religion comme assez présente, mais en même temps aussi c'est très hypocrite de sa part, parce qu'il appelle cette guerre sacrée. Et il y avait même des événements où les prêtres à l'église russe essayaient de bénir les missiles qui s'appellent Satan. Parce qu'eux, ils pensent que c'est leur guerre sacrée contre le mal ukrainien. Il y a beaucoup de missiles et d'armes et de F-35 aussi là-bas. C'est une vraie réserve militaire, ce territoire de l'Alaska. Je me tourne vers Christian Proutot. On a vraiment le sentiment que c'est Vladimir Poutine qui dicte le tempo, qui est à la manœuvre. Mais moi, je pense que c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Et on le constate d'abord parce que, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est tout à fait logique, même si ça me surprend, cette espèce d'obsession autour de ce fameux ultimatum, dont beaucoup de gens attendaient quelque chose alors qu'il n'y avait rien à c'est ça, attendre. Fait. Oui, mais un ultimatum pour avoir une rencontre, ça me paraît pas être dans la logique des choses. Tel que Trump l'avait présenté, l'ultimatum, ça a été pour forcer le bras à Poutine, qui a obtenu en échange d'un ultimatum une rencontre qui l'arrange.
Et je suis désolé, la négociation, je connais un tout petit peu, mais ça ne ressemble pas à une négociation à l'avantage des États-Unis. C'est, à mon avis, une capitulation en race campagne, pour moi, hein. Tout à fait. À l'avantage des États-Unis, vous dites ? Ah, mais bien évidemment. Pas à l'avantage de l'Ukraine, peut-être. En tout cas, non, le président ukrainien... Ah non, alors l'Ukraine est en dehors du schéma, ce qui est quand même pour le moins paradoxal, quand on sait que sur les deux belligérants, il n'y en a qu'un, un des belligérants qui, lui, était l'agressé, c'est l'agresseur qui vient discuter avec les États-Unis. Mais pour en revenir aux sanctions, les sanctions n'ont pas été appliquées. On n'a entendu à aucun moment de la part de M. Trump qu'il allait mettre en route ces sanctions. Et à la place des sanctions, on a quoi ? Quelque chose qui remet M. Poutine dans la scène politique, qui semble même le rendre un peu plus honorable, alors que vous le rappeliez, il est poursuivi. C'est un truc quand même assez hallucinant. Oui. Je voudrais juste compléter. Alors, c'est vrai qu'il est poursuivi au niveau de la CPI, sauf que les Américains ont toujours dit, et c'est peut-être pour ça aussi que la rencontre a lieu aux États-Unis, les Américains ont toujours refusé de signer et ratifier le traité créant la Cour pénale internationale. Ils refusent de la reconnaître en tant qu'institution. Pareil, soit dit en passant, pour la Chine et la Russie, je crois qu'ils avaient signé mais pas ratifié, puis ils ont désigné, je vous dis cela de mémoire. Donc ça joue. Je suis complètement d'accord avec vous sur Trump qui fait des cadeaux, mais j'ai envie de vous dire que malheureusement ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous pour l'Afghanistan. L'Afghanistan, typiquement, c'en est un exemple parfait. Même si je pense que Trump, tout simplement, se dit, écoutez, comme pour l'Afghanistan, soit dit en passant, écoutez, il n'y a rien à sauver, on donne et bon débarras. Parce que l'Afghanistan, enfin, je suis désolé de vous dire, mais le pouvoir, vous avez vu vous-même, mon commandant, comment cela s'est effondré à l'époque, à une vitesse grand V. Moi, ce qui me surprenait, c'était pas que ça s'effondre, c'est que ça s'effondre aussi vite. Et là, pour l'Ukraine, alors je ne suis pas non plus en train de comparer l'Ukraine à l'Afghanistan, mais juste sur le principe de se dire, de la part de Trump, bon, on laisse tomber et comme ça on met fin. C'est ça, mentalité peut-être. À tort ou à raison. Je vous propose de faire un petit focus sur les propositions mises sur la table. On a appris ça il y a quelques minutes. Ça vient du Wall Street Journal. Steve Witkoff, l'émissaire américain qui était de passage il y a quelques jours, a expliqué que la proposition russe comportait 2 étapes. L'Ukraine se retirait de la région de Donetsk et la ligne de front serait gelée. Ensuite, Poutine et Trump concluraient par la suite un accord de paix définitif, je reprends les mots du Wall Street Journal, à faire approuver par le président Volodymyr Zelensky. Voilà ce que le Wall Street Journal écrit dans une toute dernière publication. Je ne sais pas si nous l'avons déjà en ligne. Si, je crois. Voilà, les responsables américains confirment exactement la même chose que ce qui a été rapporté par le Wall Street. Réaction par rapport à ce qui vient d'être écrit par les journalistes américains. Pour l'Ukraine, c'est bien sûr une situation défavorable. Aussi, si on regarde notre constitution ukrainienne, c'est inacceptable. C'est ce que disait d'ailleurs aujourd'hui notre président ukrainien Volodymyr Zelensky, que c'est une situation défavorable. On ne peut pas résoudre cela sans l'Ukraine, même sans l'Europe. Je vous interromps juste pour qu'on l'écoute justement, oui. le président ukrainien Volodymyr Zelensky, là-dessus, sur... voilà, qu'il faut entendre l'Ukraine. Est-ce que nous avons le son ? Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous nos partenaires doivent comprendre ce qu'est une paix digne. Cette guerre doit prendre fin et c'est à la Russie d'y mettre un terme. C'est elle qui l'a commencé et qui la prolonge sans tenir compte des délais. C'est là le problème et rien d'autre. La réponse à la question territoriale ukrainienne se trouve déjà dans la constitution ukrainienne. Personne ne s'en écartera et les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. De plus, quand même, on a aussi empiré un peu la situation, parce que si on compare l'ultimatum de Trump au printemps, c'était le cessez-le-feu inconditionnel au moins pour 30 jours, justement pour avoir ce temps-là, cette période de 30 jours, pour pouvoir négocier de la paix durable. Et maintenant, on dirait l'ultimatum de Poutine, c'est d'abord de donner les territoires de la région de Donetsk, là, qui sont quand même actuellement aussi occupés par l'Ukraine. Je veux dire, il y a l'armée ukrainienne est là, et on doit céder ces territoires qui ne sont pas du tout occupés par les Russes. Ils n'ont pas conquéri ces territoires. On doit les donner juste pour un cessez-le-feu qui
peut-être même à un moment donné violés par la Russie. Ils peuvent ne pas tenir compte de cet accord, ils peuvent de nouveau attaquer. Donc c'est d'abord le cessez-le-feu et après je pense qu'il faudrait discuter. Mais ça c'est un ultimatum un peu irréel, c'est vraiment la capitulation déguisée qu'ils demandent plutôt de la part de l'Ukraine. Donc les conditions qu'on avait au printemps étaient même un peu meilleures que maintenant. Donc on a l'impression que Trump, en donnant plusieurs ultimatums, en donnant 15 jours en plus, 2 semaines en plus, il s'est mis lui-même dans l'attente de la part de Poutine. Et maintenant, on a même des conditions où nous sommes coincés. Et y compris, je voudrais quand même rappeler qu'il y a 1 an, l'Ukraine a fait une opération dans la région de Koursk. Et il y avait des rumeurs que c'était par rapport à la demande de Trump que l'Ukraine a quitté ces territoires et les a laissés à la Russie, qu'on pouvait peut-être aujourd'hui échanger au territoire ukrainien. En tout cas, on sent qu'il y a quand même un gel des combats qui est en train de se mettre en place. Vous êtes au courant que le gouvernement ukrainien est en train d'organiser quand même l'évacuation de populations civiles sur place dans la région de Donetsk. Plusieurs milliers de personnes fuient, tout cela parce que les combats continuent à l'est. Est-ce que ça raconte quelque chose? Il y a un narratif derrière sur ce territoire-là en particulier, Christian Proutot? Moi, je pense que c'est surtout la preuve qu'ils ne vont pas lâcher, ils vont continuer la guerre. Et l'intensification de la guerre dans cette région, la population, oui, permet de protéger une population. Donc il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a eu des avancées russes, il y a eu des enlèvements d'enfants, etc. Et qu'ils ont ça malgré tout en perspective, d'être obligés de négocier quelque chose dont on a vu que ça n'a pas vraiment abouti, même dans les échanges de prisonniers, puisque je crois que non seulement Trump, ils ont supprimé cet organisme qui aux États-Unis, réclamait la libération des enfants qui avaient été enlevés, mais également qu'on sait très bien qu'à aucun moment dans les échanges de prisonniers, il a été question de ces enfants. Donc je pense que, tout à fait logiquement, il pense à sa population. Je voudrais juste revenir sur une chose. On est dans un schéma où, rappelez-vous, hier, le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major des armées, celui qui a permis de... pouvoir l'entendre, oui. Ah bon, alors, si j'anticipe un tout petit peu... Vous anticipez, mais bon, après, allez-y. A fait une déclaration dont on pouvait penser au départ, mais moi, c'était pas mon avis hier, qu'elle était stratégique, donc de terrain. Moi, j'ai pensé qu'elle était politique. Et je confirme ce qui vient de se passer le confirme. Sa décision, enfin, son discours, son interview, elle est politique. C'est-à-dire, elle décline ce que ne fera pas l'Ukraine. L'Ukraine ne va pas capituler en race campagne, parce que ce qu'on annonce, c'est une capitulation en race campagne. Est-ce qu'on l'entend on peut l'entendre peut-être, Alexander Syrski, le commandant en chef des armées ukrainiennes. Non, on l'entendra tout à l'heure. Bon. Deux petites remarques. Alors, je suis catastrophé par un point. Imaginons, là, les Russes et les Américains se mettent d'accord, bien entendu, l'Ukraine va s'opposer et l'Europe va s'opposer. Je pars sur un scénario un peu catastrophiste où ils se mettent d'accord. Je suis désolé, nous sommes dans une très mauvaise passe, les Ukrainiens et l'Europe. Pourquoi? Parce que nous avons cédé à chaque fois devant Trump, tout simplement. Là, quand Trump est arrivé en disant « je veux les ressources naturelles de l'Ukraine », l'Ukraine s'est dépêchée, enfin un peu financée, mais s'est dépêchée de les lui donner. Quand Trump a démarré une guerre commerciale contre l'Europe, nous sommes empressés de céder. Nous avons un peu négocié, mais sur beaucoup de choses, nous avons cédé. En gros, nous sommes en position de faiblesse. Si jamais Trump et Poutine se mettent d'accord et que Trump dit « c'est un bon accord, on le met en œuvre », que voulez-vous faire ? Que voulez-vous faire? Bon, on reste avec cette interrogation un peu pessimiste que vous posez, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de cette rencontre Trump-Poutine en Alaska le 15 août, sans Volodymyr Zelensky et sans les Européens.